Bonjour à toutes et tous. On est ravis avec Fania de vous retrouver en ce début de 2025 pour la quatrième édition du mois du mentorat. Donc, comme chaque année, donc, le mois du mentorat est l'occasion pour le collectif mentorat et les associations de célébrer le mentorat et l'engagement en fait de tous ceux qui y participent. On a une programmation assez variée avec des temps en présentiel et des temps à distance comme celui-ci où entreprises, associations, acteurs publics et privés, mentors et mentorés se retrouvent pour justement mettre en lumière et partager les pouvoirs du mentorat. Ce sera la thématique de cette année. De ce mois du mentorat 2025. Moi, je m'appelle Fiona Solaire, je suis consultante. Je travaille depuis longtemps sur les questions de mentorat et d'impact social. Et ensemble avec Fania, qui est chargée de pédagogie au sein du collectif mentorat, mais on a aussi Camille, mais comme intervenante au sein du collectif mentorat. Nous sommes ravis aussi de vous accueillir dans cette salle virtuelle pour le premier atelier du mois du mentorat. On aura quatre et ça sera tous les mardis, mais à la fin, on vous donnera le programme plus détaillé des trois ateliers à venir. Donc, on a 1 heure et demie ensemble. Je vais vous demander à toutes et tous de couper votre micro, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra donner la place et la parole aux intervenants. Et on ouvrira aussi le temps de questions-réponses à la fin. Si vous avez des questions qui sont plutôt liées à la compréhension ou vous voulez qu'on répète un message, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre ou à le préciser dans le chat et on vous fera intervenir ou on précisera pour avancer tous ensemble. Et à la fin, on aura un temps d'échange tous ensemble. Donc, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est l'engagement des jeunes. Donc, on sait que c'est un défi pour les associations d'engager les jeunes jusqu'au bout. Les jeunes sont le cœur et le moteur des actions de mentorat qu'on propose. Et on sait que pour une action de mentorat réussie, pour une action qui se déroule et qui arrive à ses objectifs, il est indispensable que le jeune soit engagé jusqu'au bout. Hop, pardon, j'ai oublié de mettre en silence mon téléphone. Donc, un abandon prématuré ou un arrêt anticipé, comme parfois on le parle, c'est une perte importante pour le programme, mais aussi pour le jeune et pour le mentor qui s'est engagé. Et c'est vrai que cet arrêt peut être lié à différents facteurs, certains externes, comme d'autres internes, liés à la structure ou à son fonctionnement. Donc, ce constat partagé, entre toutes les associations est une difficulté parfois qui est vécue. Et aujourd'hui, on aimerait justement parler, ouvrir ce sujet-là, parce que sans jeunes, il n'y a pas de mentorat. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que ces jeunes-là s'engagent de manière durable et jusqu'au bout? Hein, comment est-ce qu'on propose un accompagnement qui répond aussi à leurs besoins? Vous l'avez compris, on va en parler aujourd'hui. Et pour en parler, je suis ravie d'avoir quatre invités de poids avec une expertise de trois associations différentes et le collectif Mentorat, donc quatre intervenants dans le collectif Mentorat, pour ensemble justement identifier les stratégies, les défis et les solutions sur ces questions-là. Euh, on démarre pour la première demi-heure de cet échange. Pourquoi et comment justement engager les jeunes durablement? Et pour ça, pour cette première partie, j'aimerais, si tu peux, Fania, épingler ou me dépingler et inviter Camille Becquet. Super. Ah ben on est toutes les deux épinglées. Oh bah super. Oui, j'ai tenté, ça fonctionne pour l'instant. Parfait, parfait. Donc, Camille, toi, tu es responsable qualité et pédagogie au sein du collectif Mentorat. Le collectif Mentorat, vous savez ce que c'est. Donc, c'est un regroupement d'associations qui représente les intérêts des associations de mentorat en France. Mais surtout, vous veillez à la qualité et à l'amélioration continue des pratiques. Et la durée, c'est vraiment un sujet important et que vous prenez à cœur. Donc, Camille, la durée est un critère clé pour vous. De quelle durée on parle, puisqu'il y a plusieurs assos, plusieurs durées, et quels sont les bénéfices qu'on voit quand la durée est respectée.
Merci Fiona et bonjour à toutes et tous et ravie de vous retrouver en cette rentrée 2025. Donc en effet, la durée, c'est un élément essentiel dans un programme de mentorat et c'est même euh, un des éléments qui permet de définir la spécificité du mentorat puisque on parle d'une relation de confiance inscrite dans la durée et sur un minimum de 6 mois. En tout cas dans la définition qui est donnée par le collectif mentorat et c'est des éléments, j'en reparlerai, mais qu'on retrouve aussi dans le label mentorat social de qualité. Donc ce cadre pédagogique qui permet vraiment de penser un programme au service de l'impact. Et donc, c'est essentiel que cette durée, elle soit réfléchie et alignée avec le profil des jeunes qu'on va cibler, leurs besoins, leurs objectifs. Et donc, tous les jeunes, tous les objectifs, finalement, ne vont pas forcément induire la même durée de programme, la même inscription dans le temps de l'accompagnement. Et donc, finalement, c'est essentiel de réfléchir en amont à quelle durée, pourquoi, et finalement comment on va aussi dès le départ accrocher le jeune, l'importance de cette accroche pour le projeter dès le départ sur une relation inscrite dans la durée. Et ensuite, comment on va s'assurer que le programme, il assure un suivi, que les équipes de la structure vont assurer un suivi tout au long de la relation qui va permettre d'éviter justement ces ruptures et ces fins prématurées que Fiona pouvait citer juste avant. Donc, on parle de la durée au service de l'impact parce qu'on sait que pour qu'il y ait impact sur le jeune, mais aussi sur le mentor, il faut que la relation de mentorat s'inscrive sur le temps long. C'est des choses qu'on peut retrouver dans toutes les études d'impact et dans les éléments que la recherche a pu apporter sur les questions de structuration du mentorat, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis, avec des recherches autour des structures Big Brother, Big Sister, où on voit bien finalement que les adolescents qui ont une relation plus courte ont moins d'effets sur leur parcours que des jeunes qui auraient eu une relation inscrite dans la durée avec un mentor et où finalement les effets du mentorat vont être beaucoup plus réels et variés. Après, c'est important aussi, justement, dans cette structuration de programme, de réfléchir à si objectif spécifique il y a et ciblé, est-ce que finalement la durée de la relation peut être plus courte? Par exemple, un jeune en recherche d'emploi ou en recherche d'alternance, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a trouvé? Est-ce que ça va nécessairement mettre fin au binôme? euh, et donc là, ça va être aussi important de réfléchir à comment on peut laisser de la place pour une relation plus informelle au sein du binôme de mentorat. Parce que oui, parfois ça n'a pas forcément de sens de poursuivre l'accompagnement juste pour poursuivre cet accompagnement-là, mais on voit bien que quand il y a une relation de confiance qui a été nouée entre le mentor et le mentoré, même si les objectifs principaux ont été atteints, la relation elle va perdurer, que ce soit encadré par la structure ou plus encadré par la structure, parce que justement, voilà, il y aura une vraie relation d'échange qui se sera instaurée entre le mentor et le mentoré. Et donc tous ces éléments finalement pour terminer sur ces questions un peu de cadre pédagogique, ils ont été réfléchis et pensés à travers les expériences des différentes associations du collectif mentorat pour justement donner des critères cadres par le label mentorat, donc des critères de fréquence et de durée. Quelle est finalement la durée minimum qui vont permettre justement à la relation de mentorat d'aboutir sur quelque chose de positif parce on lui aura laissé le temps de se mettre en place. Et pour finir, peut-être parfois plus les publics sont difficiles, plus l'importance de l'inscription de l'inscription dans la durée a du sens parce que justement ce temps d'accroche il peut être plus long et il peut y avoir aussi plusieurs objectifs qu'on va tenter de résoudre avec des publics qui vont rencontrer diverses difficultés. Voilà peut-être pour. Merci beaucoup, Camille. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que en fonction du profil du jeune et en fonction des objectifs qu'on veut atteindre avec ce jeune ou que ce jeune veut atteindre avec notre programme, il y a une durée qui s'adapte et qui doit être en conséquence. C'est vrai que et donc c'est ça qui est bien, c'est que là, on a trois assos avec nous, que je vais vous présenter, trois intervenants que je vais vous présenter tout de suite, qui, eux, ont des cadres d'action très variés, des publics différents. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On va se poser la question, et déjà, tu en soulèves une de très importante, c'est est-ce que si le public est plus en difficulté, est-ce qu'il faut un engagement plus long, plus pérenne
pour assurer un accompagnement jusqu'au bout. Donc, super, merci d'avoir épinglé tout le monde, Fania. Donc, je vous présente nos trois autres intervenants. Donc, on a Vivian Gazera, directeur des opérations Télémac. On a Lucie Massé, chargée de programme Propulse pour AnimaFac. Et Baptiste Fassin, directeur des opérations chez Rura, ancien chemin d'avenir. Il faut s'habituer à changer le nom. Pour nous Euh, aussi, il faut qu'on s'habitue. C'est ouais, encore en transition. bravo. Bravo pour ce changement. C'est pas facile de faire ce pas. Merci à tous les trois et merci Camille. C'est vrai que donc, comme tu le dis, il y a différentes durées et c'est des durées qui changent en fonction des profils. Donc peut-être je vais m'adresser à vous tous. Je vais ouvrir la question de manière générale et après on rebondira plus spécifiquement sur chacune de vos particularités. Mais quelles sont là pour vous les principales causes de désengagement des jeunes dans vos programmes respectifs? Donc là, de manière générale, après on précisera en fonction des programmes, mais comme ça qu'on puisse aussi sensibiliser la salle virtuelle à ces difficultés-là. Quelles sont ces causes? Peut-être si tu veux commencer, Baptiste? Oui, bien sûr. C'est peut-être donc bonjour à toutes et tous, bonne année. J'en profite aussi. Peut-être que c'est utile de préciser d'emblée ce qu'on fait nous chez Rura et quel public on sert, parce qu'effectivement, on est tous et toutes ici connectés par la question du mentorat, mais effectivement en fonction des publics, en fonction des objectifs de chaque association, les méthodologies d'accompagnement varient assez largement. Donc nous, en fait, on est une association qui a été créée en 2016, d'abord Chemin d'Avenir, et puis depuis fin d'année 2024, Rura, qui a comme mandat de combattre les fractures et les inégalités territoriales, notamment celles qui concernent les jeunes de ces zones-là. Quand on parle de petites villes et de zones rurales, on va parler de villes de moins de 20 000 habitants. Donc du hameau jusqu'à des villes de moins de 20 000 habitants. Et ces jeunes, en fait, rencontrent un certain nombre d'obstacles. Et donc, nous, on a construit un programme d'accompagnement. Donc, ça, c'est notre impact direct à travers le mentorat et d'autres programmes qui vient répondre aux différents obstacles que ces jeunes rencontrent dans la construction de leur parcours, puisque un jeune qui vient de zone rurale va rencontrer un certain nombre d'obstacles que tous les jeunes partout en France rencontrent, mais va avoir un certain nombre d'obstacles supplémentaires, notamment sur des questions liées à la mobilité, à l'accès à des réseaux, à l'accès à de l'insertion professionnelle, etc. Donc, on a façonné en fait notre méthodologie d'accompagnement autour de ça. Et en prélude peut-être sur la question de la durée, je pense que c'est évidemment quelque chose d'assez clé et assez essentiel, comme tu le disais Camille, la question de combien de temps va durer et doit durer une relation de mentorat, puisque c'est ce qui permet de créer un lien entre le mentoré et le mentor. Il y a un certain nombre d'études aujourd'hui qui montrent que l'impact du mentorat se fait évidemment à travers ce qui est partagé dans le cadre des échanges en termes de savoir, en termes de connaissances, en termes de mise à disposition de réseaux, etc. Mais aussi, l'intérêt du mentorat se joue sur la création d'un lien avec une personne tiers qui va justement accompagner, être disponible pour le jeune accompagné. Donc la question de la durée est évidemment essentielle. Nous, on rajoute à cette question-là la question de la fréquence, parce que évidemment, en fait, en fonction des expériences de mentorat et de l'engagement d'un jeune et des besoins d'un jeune, en 6 mois, un jeune peut rencontrer son mentor 13 fois, il peut aussi le rencontrer 5 fois. Et donc, en fait, en termes d'impact pour le jeune, on est sur des choses qui peuvent varier en fonction de la fréquence. Donc, en fait, on prend ces deux dimensions-là, durée et fréquence, pour évaluer l'impact que peut avoir le mentorat sur un jeune, en plus des différentes mesures d'impact qu'on a. Donc ça, c'était pour revenir sur le premier point. Et sinon, sur la question effectivement des causes de désengagement, des jeunes, nous, on en identifie plusieurs qui sont assez liés à notre public et aussi à notre méthodologie d'accompagnement, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on fait, nous, un accompagnement 100% à distance. Toutes les associations du mentorat ne font pas forcément du distanciel ou font de l'hybride. Et c'est assez spécifique, en fait, d'accompagner des jeunes à distance, puisqu'il y a des méthodologies à développer adaptées à ce format-là d'échange entre un jeune et un mentor à distance, entre un jeune et l'association à distance. Nous, l'élément fondamental, on va dire, dans la question du désengagement d'un jeune, c'est celle de la motivation du jeune.
puisqu'en fait, vu que les échanges vont se faire en autonomie entre le jeune et le mentor et à distance, il y a cet enjeu-là, en fait, d'autonomisation du jeune dans le cadre du programme. Et donc, la question de la motivation, en fait, est assez clé à cet égard. Et c'est un enjeu, on y reviendra probablement tout à l'heure, mais qu'il faut vraiment saisir sur l'accompagnement à distance pour arriver à garantir qu'avant même la création du binôme, en fait, on est validé et confirmé à la fois la motivation du jeune et évidemment la bonne compréhension du programme, mais la motivation du jeune à s'engager. Euh, c'est Cela étant dit, c'est pas parce que le jeune est motivé en début de mentorat qu'il va être motivé sur l'entièreté du parcours, puisque nous, on accompagne des jeunes, collège, lycée, étudiants, et notamment pour les collégiens et les lycéens, en fait, la motivation va fluctuer. Pareil pour les étudiants en réalité, pareil pour nous en réalité aussi. La motivation fluctue dans le temps en fonction des situations personnelles, des situations familiales, des situations scolaires. Nous, on a de, on a des périodes dans l'année où les jeunes sont un petit peu moins actifs dans le cadre du mentorat, un petit peu moins motivés parce qu'ils vont avoir des périodes d'examen, etc. Donc, en fait, il faut arriver à avoir une compréhension assez fine de ce que cache la question de la motivation dans la durée pour arriver à déployer des méthodologies qui soient adaptées et qui prennent en compte justement à la fois l'importance de la motivation en entrée avant même le mentorat, mais aussi la fluctuation de cette motivation dans le parcours pour construire justement un rapport avec le jeune, notamment à travers les chargés de mentorat. Et on ne dira jamais assez l'importance des chargés de mentorat dans le cadre de la réussite d'une expérience de mentorat, de travailler sur quel est leur rôle dans le fait de maintenir cette motivation durant l'entièreté du mentorat. Ça, je pense que c'est vraiment l'élément assez clé et la cause principale de désengagement d'un jeune, en tout cas dans le cadre de notre programme à nous. Euh, le deuxième élément qui est, je pense, important, c'est celui du sentiment d'appartenance du jeune au programme et à la mission portée par l'association. Nous, on se rend compte, en fait, et des études sociologiques le montrent, que faire en sorte que le jeune se sente embarqué dans un projet, ou en tout cas se sente appartenir à une communauté, rend plus difficile le désengagement parce qu'en fait, on a un lien affectif, un lien particulier avec cette communauté et ça, on le sait tous, on le connaît tous. Plus on est attaché ou lié à un groupe ou à une cause, plus c'est compliqué de s'en désengager. Donc pareil, il y a des choses à travailler là-dessus sur la question de créer une communauté, faire en sorte que on cultive ce sentiment d'appartenance du jeune vis-à-vis du programme et vis-à-vis de son mentor et tout ce qui gravite autour du programme. Euh, je le disais aussi, nous, la particularité, c'est pour ça qu'on prend la question de l'engagement, la motivation et du sentiment d'appartenance à cœur, c'est que le désengagement est bien plus facile à distance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on propose des programmes en distanciel, puisqu'en fait, il s'agit juste, entre guillemets, de ne pas répondre. On n'a pas de présence physique auprès du jeune qui permet de garder le jeune dans le programme. Donc, en fait, nos leviers d'action sont ceux que je mentionnais précédemment. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup se jouent sur ça, notamment dans le cadre c'est le cas pour des mentorats en physique, mais en distanciel, c'est particulièrement essentiel d'avoir des programmes qui prennent en compte ces dimensions-là pour s'assurer que le jeune s'engage dans la durée. Hmm. Merci Baptiste, tu as déjà nommé pas mal de points super intéressants. Donc la motivation, on en reviendra quand on commencera à parler des éléments plus concrets de réponses pour garder la motivation. On vous écoutera sur ces sujets-là. Mais tu as parlé aussi de un peu la notion de parcours, c'est-à-dire que quand le jeune, bah, il a sa propre vie, il s'engage avec nous, mais sa vie continue, et donc c'est vrai que lui, il a sa propre évolution, et il y a des moments où il est plus ou moins disponible, tout comme nous, et aussi c'est, je pense, une responsabilité de l'association d'engager ce jeune dans le parcours et de voilà, l'accompagner pour l'amener là où on veut aller. Là, je me tourne vers toi, Vivian. Justement parce que vous proposez une action pour des jeunes collégiens jusqu'à des lycéens et apprentis, jusqu'à l'obtention de leur bac. Mais vous êtes sur un engagement sur 6 ans en présentiel. Donc c'est quand même un autre, voilà, un autre sujet que ce que présentait Baptiste. Mais j'imagine que tu te retrouves dans pas mal des sujets que lui, il a évoqués. Quelles sont vos particularités ou vos causes d'engagement chez Télémac?
Ouais, bonjour, bonjour tout le monde, très bonne année. Très rapidement, mais tu l'as dit, Fiona, mais donc Télémac, nous on fait de l'accompagnement, donc du double mentorat pour des jeunes de la cinquième à la terminale. Donc tu l'as dit, je le répète, pendant 6 ans. Donc tu parlais de durée, pour nous ça fait vraiment écho parce que tout se passe sur la durée dans le parcours d'accompagnement du jeune. Et c'est important de le préciser. Et on a un double accompagnement avec un mentor issu du monde de l'entreprise et un référent pédagogique au sein de l'établissement scolaire. Tout se fait en présentiel. Et on demande à ce que les jeunes et les mentors se voient une fois par mois pour une sortie, qu'elle soit aller au théâtre, mais aussi aller voir une exposition ou tout simplement se voir. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes, qui sont des jeunes issus de milieux modestes, qui sont investis et motivés, donc qui sont à la base bons scolairement, puissent se projeter sur des études supérieures qu'ils choisiront. Et ça, c'est vraiment important pour nous de lutter contre ce déterminisme social qui se présente à ces jeunes-là. Euh, Franchement, Baptiste, les sujets que tu pointes, la motivation, le suivi de mentorat je dirais les objectifs de mentorat, c'est quelque chose que nous, on partage évidemment. La motivation, ben, nous, on a un processus de sélection des jeunes qui sont non seulement identifiés par les professeurs, mais aussi ensuite par nous. Donc il y a ce sujet-là qui est capital. On doit vraiment comprendre pourquoi le jeune veut nous rejoindre et si notre programme est vraiment adapté. Notre programme, il est vraiment spécifique et tous les jeunes ne vont pas s'y retrouver. Typiquement, si on a des jeunes qui sont en situation de pré-décrochage scolaire, on sait que leur proposer une sortie au restaurant ou au théâtre, ça va peut-être pas être quelque chose qui va être dans leur priorité. Ça va peut-être les intéresser au début, mais après, au bout de 4 ans, 5 ans, les problématiques scolaires vont être trop importantes pour que nous, on puisse faire du mentorat véritablement social. Donc la motivation est clé, et c'est quelque chose qu'on teste dès le début. Le suivi de mentorat, ben là aussi, pour nous, c'est quelque chose qui peut, enfin, qui peut induire un désengagement des jeunes, c'est-à-dire que en fait, la clé, c'est de bien connaître ce qui se passe entre un jeune et un mentor. Pour ça, ben, on a, tu le disais Baptiste, mais on a une fantastique équipe de chargés de mentorat, sans qui rien ne serait possible. Nous, on contacte les jeunes et les mentors une fois tous les 3 mois, quand tout se passe bien avec, si ça se passe pas bien, une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe dans la relation. Et donc là, nous, ça c'est hyper important. On a un parcours pédagogique où on comprend ce que le jeune doit faire en cinquième, ce qu'il doit faire en quatrième, en troisième, en seconde, en première, en terminale. Et on s'assure que le jeune, une fois qu'il est bien rentré dans ce programme-là, il suit toute l'acquisition des compétences clés à l'ascension sociale que nous, on vise. Et dès qu'on voit qu'il y a un petit décrochage ou autre, je parle de décrochage dans la motivation, pas de décrochage scolaire. Et ben là, on va intervenir. Donc c'est vraiment ça notre clé. Et le dernier point, mais j'aurais dû peut-être le mettre en premier, c'est les objectifs de mentorat. Nous, quand on crée des relations, on crée des contrats d'engagement, que ce soit pour le jeune, mais aussi pour le mentor, et on parle des objectifs de mentorat. Donc, chacun se définit ses objectifs. Si ces objectifs de mentorat sont pas clairs, sont pas précis, on va pouvoir observer des jeunes qui vont s'éloigner sans qu'on puisse faire quoi que ce soit sur le suivi de mentorat, puisqu'on n'aura pas défini en amont le cadre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment hyper vigilant. Et dernier point, Baptiste, tu parlais de la communauté. Évidemment, la communauté, pour nous, c'est capital. Dès que les jeunes rentrent, alors nous, notre cœur de métier, c'est vraiment du mentorat. On ne fait que ça. Mais à partir du moment où un jeune rentre dans notre programme, il a des sorties collectives. Il se retrouve avec des pairs. Et l'objectif ensuite, à l'issue des 6 ans, c'est qu'il se retrouve dans un programme alumni. Actuellement, on a 900 alumni chez Télémac. Et le but, c'est quand même que pour la suite, il se crée ce réseau professionnel, ce réseau social également, de réussite dans lequel il se retrouvera. Et donc, pour nous, c'est important que ce jeune se retrouve dans cette communauté. S'il n'est pas dans cette communauté, il va pouvoir être plus enclin à se dégager. Comme tu le disais, Baptiste, on observe les mêmes choses. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, on fait quelque chose de
très différent. On venait sur du présentiel. On n'arrive pas à aller sur les zones rurales parce que ça ne marche pas. On essaye de le faire avec notre méthodologie de mentorat, avec des franchises sociales. Donc, on atteint quand même des villes, mais c'est pas nous qui le faisons directement. On le fait faire par d'autres associations. Mais en fait, on a les mêmes problématiques. C'est assez étonnant de se retrouver là-dessus. Et donc, Vivian, les jeunes qui se désengagent, que vous perdrez peut-être en milieu de parcours, c'est parce que le programme est trop long ou c'est parce qu'ils déménagent et en fait, 6 ans sur la vie d'un jeune, bah, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et donc, quelles sont peut-être la cause, la principale cause qui fait que un jeune ne va pas jusqu'au bout des 6 ans ou jusqu'au bout en fait de son objectif, puisque j'imagine qu'il peut démarrer en lycée et obtenir son bac, ce qui est aussi un accompagnement qui va jusqu'au bout. Alors sur la... Non, il démarre pas en lycée, il démarre vraiment en cinquième. On Elle prend démarre tous en cinquième. tous en cinquième, sauf exception. Donc nous, on est sur vraiment 6 ans d'accompagnement. Sur la voie professionnelle, ils commencent au lycée, mais on les fait aller jusqu'au bac+2, donc pour avoir 5 ans, pas 6 ans, mais 5 ans. Et donc oui, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'un jeune, bah, si je prends la voie professionnelle, après le bac, il est moins disponible. En fait, il y a une réalité, c'est qu'on a des jeunes qui sont moins disponibles sur 6 ans, sur 5 ans, selon les deux programmes là que je viens de citer. La clé, c'est de comprendre, en fait, parce que tous les jeunes se ressemblent quand même, ils sont tous des particularités individuelles, mais il y a quand même quelque chose qui est très fort. Le post-bac sur la voie pro, on remarque que, il y a des jeunes qui sont moins investis dans le mentorat parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'engagement scolairement. Arriver en BTS pour un jeune qui a un bac pro, c'est très compliqué. Mais on a la même chose en passant du collège au lycée, sur le programme central de Télémac de la cinquième jusqu'à la terminale. Quand on arrive en seconde, il y a un gap aussi. Et donc là, on peut perdre une sorte de motivation pour le mentorat. Et tout se joue autour de la motivation, Fiona. C'est vraiment la clé de ce truc-là, de l'engagement sur le long terme. Et c'est pour ça que nous, les chargés de mentorat, il faut qu'ils attisent cette motivation parce que si cette motivation n'est pas entretenue, alors on va perdre la relation avec le jeune. Et c'est parce qu'on aura, mais je crois qu'on va peut-être en parler sur les leviers d'action, mais c'est parce qu'on aura cette communauté, on aura défini des objectifs de mentorat, on aura fait un suivi de mentorat pertinent, que le jeune va perdurer dans l'accompagnement qu'on propose de 6 ans. Hmm. Et surtout, ce que tu dis, c'est faire attention à un peu ces moments charnières de changement des jeunes qui sont bah, ce passage à la seconde, ce passage, le moment du... Exactement, et ça c'est un truc sur lequel nous, on a à cœur de travailler, c'est sur le parcours pédagogique. Maintenant, on a 20 ans d'expérience, on accompagne 2500 jeunes, on sait dire, OK, en fait, le jeune, il arrive en cinquième. En général, en quatrième, il faut qu'il ait acquis telle ou telle compétence. Il faut que, par exemple, en troisième, le jeune soit capable de prendre son téléphone et d'envoyer un petit texto à son mentor, ce qui n'est pas forcément le cas en cinquième, et c'est OK. Mais par contre, en seconde, si le jeune n'a jamais fait de proposition de nouvelle activité, on va se dire, OK, là, il y a peut-être une compétence de proactivité sur laquelle nous, il va falloir qu'on travaille. Et donc, c'est là-dessus que tout se travaille sur le parcours tout au long des 6 ans. Super, merci. Et je me tourne vers toi maintenant, Lucie, chargée de programme de Propulse chez AnimaFac. Vous proposez une action pour des jeunes justement à partir de Bac+2. Je suis intéressée qui sont donc en recherche active d'un emploi pour l'ESS. Donc, je suis curieuse de t'entendre sur justement, vous êtes à partir donc de Bac+2, donc cet après sur des objectifs assez spécifiques qui sont bah, la recherche d'emploi. Donc, est-ce que dans ce que Vivian a dit et dans ce que Baptiste a dit, vous retrouvez aussi les mêmes causes de désengagement, ou en tout cas, tu confirmes les mêmes difficultés? Et sinon, quelle est la réalité de votre programme vis-à-vis de ça? Merci beaucoup. Pour repréciser un petit peu aussi ce qu'on propose chez AnimaFac et surtout dans le programme Propulse, parce que en fait, Propulse, c'est un programme d'accompagnement pour faciliter l'insertion professionnelle dans l'économie sociale et solidaire pour des étudiants et jeunes en recherche d'emploi. Et je pense que ça, c'est aussi important à préciser, puisqu'en fait, l'axe de mentorat, finalement,
le mentorat est simplement un axe du programme Propulse. On propose aussi d'autres axes à côté qui constituent le programme. Euh, Concernant, je pense qu'il y a beaucoup de choses ont été dites concernant les causes de désengagement et je m'y retrouve énormément moi dans ce que Baptiste et Vivian ont pu évoquer, alors que pourtant on a quand même un objet, enfin, voilà, on n'a pas les mêmes profils, on n'est pas dans les mêmes associations. Je pense que de toute façon c'est partagé par beaucoup d'entre nous ici. Euh, ce que je disais également, c'est que nous, on a des profils voilà, qui sont différents. On est quand même sur des jeunes adultes, des majeurs qui sont aussi en études supérieures. Donc, il y a une forme aussi chez eux de responsabilité. Et donc, pas tout le monde a besoin d'un suivi, on va dire, très profond du binôme de mentorat, puisque c'est aussi à eux de créer leur relation avec leur mentor. Baptiste a évoqué aussi le fait de laisser de la place à un binôme informel. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup, puisque voilà, comme ils sont dans une dynamique aussi de s'insérer voilà, dans un milieu professionnel, c'est aussi à eux, quelque part, de pouvoir gérer leur relation. Et effectivement, on effectue forcément un suivi aussi. Nous, ce qu'on demande, c'est de faire une rencontre une fois par mois, une rencontre obligatoire une fois par mois entre le mentor et le mentoré. Euh, et puis, on laisse libre, on va dire, à eux de gérer leur relation entre ces rendez-vous. Euh, voilà, enfin, comment ils souhaitent aussi construire leur relation en dehors de ces rendez-vous. Moi, ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est voilà, on est sur un accompagnement de 6 mois, mais finalement qui s'accompagne, enfin, qui s'explique dans le contexte du programme. On est sur des jeunes qui viennent, par exemple, chercher un stage ou une alternance. Donc, généralement, ça peut prendre voilà, 6 mois, 3 mois pour certains, pour trouver. Donc, on est vraiment sur pas du tout une temporalité comme, par exemple, Vivian expliqué chez Télémac sur 6 ans. On y reviendra parce que j'en parlerai plus tard, mais on a quand même des jeunes qui reviennent à l'issue des 6 mois ou qui reviennent pour redemander un accompagnement, etc. Ce que je dirais aussi, c'est qu'on a quand même, nous, notre difficulté, c'est qu'on est un programme qui s'effectue à distance, enfin un programme national. Effectivement, c'est un petit peu c'est assez logique voilà, que le côté du distanciel soit une cause de désengagement, je pense. Mais je pense aussi la difficulté, qui est liée aussi à ce côté distanciel, c'est parfois il est difficile de construire, on va dire, un lien plus profond avec le mentor, où on se retrouve avec des mentors qui ont peu de disponibilité pour, euh, pour accorder tout le temps nécessaire au mentoré. Euh, et ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça que moi, pour le coup, j'essaie de aussi chercher des mentors qui vont être dans la même ville que le mentoré euh, pour faire en sorte que la relation entre les deux puisse s'effectuer au mieux et que puisse se rencontrer lors de ces rendez-vous en présentiel. On essaye d'instaurer davantage cette, euh, cette partie-là. Ça permet voilà, d'éviter ce désengagement possible. Euh, Globalement, tout ce qui a été dit, et même si on est dans des associations différentes avec des objets voilà, différents, ce sont vraiment des causes et des difficultés que nous, on identifie. Ce que je pourrais rajouter pour le coup, c'est que nous, on a une difficulté en interne, c'est que, comme je l'ai expliqué, le mentorat, c'est un axe du programme Propulse. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne, moi en l'occurrence, qui travaille sur le mentorat. Donc, ça nécessite aussi du temps et un suivi aussi différent et poussé. Euh, je vais devoir reprendre plus de temps pour faire un suivi de certains binômes et moins avec d'autres, puisque le lien et la relation s'effectuent aussi très naturel et j'identifie pas spécialement de difficultés entre le mentor et le mentoré. Euh, pour d'autres, voilà,
où je vais devoir pousser ce suivi pour d'autres non. Et je pense que pour certains, voilà, la relation, quand elle n'est pas non plus évidente, ça peut être voilà, une cause de désengagement. Euh, mais voilà, c'est pour ça que ça, c'est une difficulté, je précise vraiment interne que nous, on a chez AnimaFac, puisque voilà, le mentorat, c'est pas un programme qui est complet, qui est unique, puisque voilà, c'est seulement un axe du programme, même si beaucoup de jeunes viennent aussi chercher le mentorat dans le programme Propulse, ce qui me semble évident. Mais c'est une difficulté qui, j'ai pas l'impression que les autres intervenants ont pu identifier, puisque ce que j'ai cru comprendre, vous avez des équipes aussi de chargés de mentorat directement qui permettent donc, je pense, d'effectuer un suivi et un encadrement qui est beaucoup plus poussé que moi je peux le faire aujourd'hui avec le temps que j'ai sur mon programme. Oui, c'est une réalité et c'est aussi pour ça que ton témoignage est très important. C'est que c'est une réalité aussi des autres associations du collectif mentorat qui ont intégré le mentorat comme une ressource ou une méthodologie en plus de l'offre qu'ils avaient déjà pour les jeunes. Et c'est tout aussi important en fait de voir comment on articule cette offre mentorat avec les autres offres qu'on peut proposer à nos jeunes et comment ça fait sens aussi dans cette notion de parcours pour eux. Parfois, je sais qu'il y a d'autres associations comme, bon, je ne peux pas en citer, mais il y en a d'autres aussi qui, justement, attendent que le jeune ait un certain niveau de maturité pour lui proposer l'action de mentorat. Ou au contraire, l'action de mentorat arrive en premier et après, ce jeune est orienté vers d'autres actions. Donc, c'est très important, comme tu le dis, aussi d'écouter les besoins de ce jeune-là. Et tu cites aussi quelque chose qui est clé, c'est les ressources en interne, quoi. Les ressources humaines en interne pour accompagner, pour amener un jeune jusqu'au bout de manière satisfaisante. Il faut un suivi, il faut un accompagnement, il faut des ressources en interne pour pouvoir le faire. Et donc, ces clés, les chargés de mentorat sont voilà, un des piliers clés. Il n'y a pas de relation de mentorat formelle sans chargé de mentorat, ça c'est sûr. Est-ce que Vivian, Camille, Baptiste, vous voulez réagir à ce que disait Lucie? Je vois. Je voulais en effet juste réagir, et aussi plus globalement à ce qui avait été dit, mais on voit bien que finalement, il y a un peu deux grandes causes de rupture. Il y a celles qui sont vraiment liées à l'engagement au sein de la structure ou dans la relation avec le mentor. Et donc, voilà, cette motivation et comment on se projette dans le mentorat. Mais il y a aussi les causes liées à un parcours, à une rupture là plus personnelle. Je pense notamment, par exemple, à des jeunes qui sont avec des problématiques migratoires et donc qui vont être en recherche d'emploi, mais avec un titre de séjour qui bloque à un moment. Comment finalement on peut faire en sorte que la relation perdure, même si clairement l'objectif là pourra pas être atteint et le binôme est bloqué et justement on a un risque d'abandon. Enfin voilà, il y a tout un tas de leviers peut-être après à imaginer en fonction de ces deux grandes typologies de rupture. Et je voulais juste aussi, il y a quelque chose que tu as dit, Lucie, et que je trouvais intéressant, c'est qu'on parle beaucoup du mentoré, mais il y a en effet le mentor qui parfois peut-être a mal compris l'engagement que ça allait demander, la disponibilité que ça allait demander, et donc il y a quiproquo avec le jeune, et finalement les attentes entre les deux sont pas du tout alignées, et donc ça va générer de l'incompréhension. Moi, quand j'étais chargée de mentorat, j'avais beaucoup de jeunes qui parfois n'osaient pas contacter leur mentor et donc le mentor disait il a pas besoin de moi, il m'appelle pas et donc en fait tout ça va créer voilà des incompréhensions qui vont faire que la relation elle va pas du tout prendre mais donc voilà c'est tout aussi important de réfléchir et de présenter bien en amont cette durée et l'engagement que ça va nécessiter au mentor parce que lui il va être essentiel comme moteur de relation de confiance au départ et ça va être lui vraiment on va attendre souvent de lui voilà qu'il soit force de proposition pour permettre aux jeunes justement de bien accrocher à la relation jusqu'à ce que ce soit lui qui soit complètement autonome sur ses demandes et que la relation voilà puisse rouler là pour le coup et s'inscrire dans la durée. Merci Camille.
Lucie, tu voulais réagir? Oui, j'allais rajouter, c'est pour ça que c'est aussi important pour le chargé de, enfin, moi en tout cas, d'instaurer une relation de confiance avec le mentoré et d'effectuer le suivi du binôme tant auprès du mentor que du mentoré, puisque je peux avoir ainsi, par exemple, les deux versions à l'issue d'un rendez-vous et ça me permet de pouvoir identifier d'éventuelles problématiques auprès du mentoré. Que, par exemple, le mentor va pas forcément identifier, on va pas forcément voir parce que leur mentor peut rester aussi, comment expliquer ça, avec une vision très dans la recherche professionnelle. Par exemple, le mentor peut me dire, bon, bah, le mentoré a candidaté à deux stages, mais c'est enfin, seulement deux stages, etc. Alors que le mentoré va pouvoir m'expliquer que effectivement, il n'a pas forcément eu le temps, puisqu'il y a aussi d'autres aspects voilà, personnels parfois à prendre en compte dans, euh, dans la possibilité ou pas voilà, dans sa recherche voilà, de stage. Et voilà, ça me semble aussi très important et c'est pour ça, bon, j'y reviendrai après aussi, mais voilà, on essaye vraiment de faire du suivi personnalisé, de prendre le temps avec chaque Hmm. jeune qui rejoint le programme pour vraiment identifier au-delà de ses besoins simplement d'insertion professionnelle aussi pourquoi il a envie de rejoindre le programme, est-ce qu'il a des difficultés en particulier. Et j'ai des jeunes aujourd'hui qui se sentent aussi assez libres de pouvoir m'expliquer, par exemple, leurs mauvaises expériences, leurs difficultés personnelles, qui expliquent potentiellement parfois leur désengagement ou leur mise à distance du programme. Et ça me semble aussi essentiel, en tout cas, dans la relation et pour éviter parfois un désengagement vraiment total et le fait de ne plus avoir de réponse et d'avoir un binôme qui tombe à l'eau, on va dire. Hmm. Ben, justement, je propose qu'on en parle maintenant, qu'on démarre aussi ce sujet-là parce que le temps file et c'est un sujet très important. Justement, comment est-ce que, quelle stratégie, et là j'ouvre aussi la parole, peut-être Baptiste, tu voulais prendre la parole, donc je te laisserai réagir après. Euh, Comment on fait justement pour, Camille, tu le disais, il y a des causes externes aussi qui font que bah, le jeune a sa vie et parfois bah, on n'y peut rien, il s'en va. Mais on peut faire quelque chose. En temps, avec les chargés de mentorat, on a des outils à notre disposition et des stratégies justement pour maintenir le niveau de motivation, ou en tout cas pour faire que cette relation de confiance se construise et elle se développe et la motivation se continue pour arriver jusqu'au bout. Quelle stratégie on met en place? Baptiste, par exemple, pour vous, à distance, comment on fait? Oui, bah du coup, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit précédemment, mais effectivement, ça fait bien le lien avec cette section-là, un petit peu des leviers d'action face à ça. Euh, Nous, on aborde la question, enfin, on a réfléchi à notre méthodologie d'accompagnement par rapport à la question du désengagement chronologiquement, c'est-à-dire à partir du moment où le jeune entre dans le programme, s'inscrit au programme, jusqu'à sa sortie, son passage effectivement en tant qu'alumni. On a également une communauté d'alumni. Et en fait, il y a des leviers d'action à différents niveaux, à différents moments de ce temps-là. Donc, si on reprend un petit peu chronologiquement, je parlais tout à l'heure d'enjeux d'arriver à mesurer le niveau de motivation du jeune et de le faire à distance, c'est-à-dire que nous, tout se fait en distanciel par un parcours digital pour les jeunes. Et donc, il y a 2 ans, pour prendre un exemple très concret, on a repensé, on a fait une refonte totale du parcours d'intégration des jeunes pour arriver justement à atteindre 2 objectifs avant même que le jeune intègre le mentorat. C'est de valider réellement la motivation du jeune et de s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension du programme du jeune. Parce que chaque programme de mentorat va permettre de répondre à certains objectifs. Et nous, notre programme va permettre justement de travailler sur la confiance en soi, la connaissance de soi, l'orientation dans un sens assez large. Et il faut s'assurer que le jeune comprenne bien que c'est ce qu'on propose et que ça correspond à ses besoins et ses attentes aussi dans le cadre de son engagement. Donc on a vraiment fait une refonte totale de ce parcours d'intégration
avec l'enjeu à la fois partager les bonnes informations au bon moment, de pas trop sursolliciter le jeune également. Il y a un peu un paradoxe qui est d'arriver à partager une bonne compréhension du programme, valider la motivation sans surcharger d'informations le jeune, sans donner l'impression qu'on harcèle le jeune. Donc il y a vraiment tout un travail un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait une refonte globale et qu'on a pris tout notre parcours d'intégration dans son ensemble pour s'assurer qu'il y ait une progressivité de l'information, qu'elle soit compréhensible, accessible et progressive avant même que on valide la candidature du jeune et qu'on aille chercher son mentor. Donc ça, c'est vraiment une phase assez cruciale pour valider donc motivation et la bonne compréhension du programme côté jeune. Pour faire le lien avec ce qui était dit avant, côté mentor, cette phase-là, elle est aussi essentielle parce que c'est là que se passe la formation en fait du mentor avant qu'il soit matché avec un jeune. Euh, et c'est tout aussi clé finalement de partager les bons éléments aux mentors. On serait surpris de voir le nombre de mentors qui viennent avec leurs a priori, avec leurs propres envies, sans forcément se dire qu'en fait le programme de mentorat est d'abord au service du jeune et pas du mentor qui aimerait que ça se passe comme ci ou comme ça. Donc il y a tout un enjeu de pédagogie, de formation pour à la fois partager les bons outils et faire comprendre au mentor son rôle dans la relation avec le jeune, lui partager les bons conseils qu'est-ce que c'est que l'écoute active, qu'est-ce que c'est que la bienveillance, comment se rendre disponible, comment adapter son accompagnement au profil du jeune. Quand on est collégien, c'est pas la même chose que quand on est lycéen, que quand on est étudiant. Et donc, arriver à s'adapter au niveau scolaire, par exemple, du jeune. Et donc, il y a toute cette phase de formation du mentor qui est clé pour s'assurer que lorsqu'ils sont mis en binôme, le jeune, on a sa motivation et une bonne compréhension du programme. Et côté mentor, on a vraiment quelqu'un qui a compris comment est-ce qu'on veut travailler avec le jeune, comment est-ce qu'on veut avancer avec le jeune, et quel sera son rôle dans la relation de mentorat. Là, dans ce sens-là, on est assez proche de ce que vous faites à NimaFac, Lucie, puisqu'on va avoir une réelle autonomie, enfin une assez forte autonomie entre le jeune et le mentor, ce qui permet aussi beaucoup au binôme d'exister en tant que tel et de construire ses objectifs et de les redéfinir à mesure que les projets du jeune évoluent ou s'affinent, etc. Ça, c'est vraiment un élément assez clé, assez essentiel. Euh, Ensuite, on arrive dans le rôle du chargé de suivi du mentorat au moment du matching, et ça, c'est vraiment quelque chose, on l'a déjà dit, et qu'on ne cessera de répéter, c'est l'importance du chargé de mentorat dans la bonne conduite du mentorat, dans le fait de pouvoir lever les obstacles au désengagement, etc. Nous, on identifie que surtout, c'est probablement lié est vrai, pardon, pour l'ensemble des programmes de mentorat, mais tout se joue presque, à notre sens, sur le premier mois et demi Hmm. post-matching et post-événement de lancement. Parce qu'en fait, c'est là que se crée le lien avec le mentor, entre le jeune et le mentor, c'est là que se crée le lien entre le jeune et l'association. Et comme on Hmm. a dit tout à l'heure que la question du lien était essentielle, en fait, il y a une vraie cristallisation des enjeux sur ce mois et demi de début de mentorat pour que ça prenne, pour lever les obstacles le plus rapidement possible, pour s'assurer que il y ait un bon départ au mentorat. Et en général, quand il y a un bon départ, le mentorat dure à minima 4, 5, 6 plus Hmm. mois. C'est assez déterminant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a retravaillé aussi. Nous, et je le partage comme bonne pratique, on a justement fait le pari sur cette période-là d'être vraiment très proactif, que les chargés de suivi et de mentorat soient vraiment très proactifs vers le binôme sur cette période-là et humanisent la relation. Par exemple, une semaine après l'événement de lancement, les chargés de mentorat qui ont la charge des jeunes, qui sont référents des jeunes lancés, des binômes lancés plutôt, vont se présenter, vont partager trois choses à savoir sur le référent. Enfin, donc vraiment créer ce côté de proximité entre le jeune, le mentor et l'association pour s'assurer que justement on crée cette relation de confiance et que lorsque un problème peut arriver, ce que Hmm. tu disais Lucie tout à l'heure, il n'y a justement pas ce frein au fait de le dire. Souvent, en fait, une des vraies causes d'abandon en début de mentorat, c'est un jeune qui répond pas. Et Hmm. parfois, les jeunes ne répondent pas parce qu'ils se sentent euh, pas à l'aise avec le fait d'engager une discussion avec des inconnus. Il faut se rappeler quand même que pour un jeune, c'est des inconnus, l'association et le mentor. Et donc, du coup, créer ce lien, humaniser ce lien, ça permet aussi de faciliter le partage d'informations en début de mentorat et donc de s'assurer qu'effectivement, il y a des liens qui se créent à ce moment-là. Vivian, je te vois acquiescer sur tout se joue au premier mois.
Est-ce que voilà, on peut acter aussi, Lucie, là, cette première prise de contact. Tu parlais d'intégration, je pense que c'est cette info progressive de comment est-ce qu'on accueille ce jeune-là, comment est-ce qu'il arrive chez nous, quelles informations on lui donne au bon moment, parce qu'aussi on a entendu que trop d'infos, ça peut faire fuir le jeune aussi. Télémac, chez vous, tout se joue aussi au premier mois? Oui, et nous on dit tout se joue lors de la première rencontre. Mais c'est le même délire, hein. En fait, faut qu'on mette tout dans ces moments-là. Donc ça nous prend énormément de temps d'organiser une rencontre. Non seulement de faire le matching, mais ensuite d'organiser logistiquement, puisque nous, on fait se rencontrer le jeune, les parents, le mentor et le référent pédagogique. Donc, c'est quatre personnes qu'il faut réunir dans un même endroit assez rapidement. Et donc, pour nous, c'est vraiment clé. On a toute une méthodologie de comment ça se passe, cette heure et demie de rencontre. Et ça, c'est hyper important pour nous, pour que les personnes se rencontrent. On crée une relation, et c'est hyper dur. Ça, vous le savez, tout le monde fait du mentorat. Et il faut qu'on arrive à trouver des atomes crochus. Évidemment, nous, derrière, on a ces objectifs sur le long terme, mais ce que disait Baptiste, c'est créer une relation d'intimité au-delà des objectifs long terme du mentorat, c'est-à-dire bien s'entendre, être de connivence. Et ça, c'est clé pour nous. Donc, on fait cette rencontre et après, un mois après, on va rappeler pour être sûr que la première rencontre a eu lieu et pour être sûr que en fait, le mentorat est bien lancé et qu'il est sur les bons rails. Et si ça, c'est fait, on a gagné vraiment la plupart. Enfin, ça va durer sur le long terme. Ça, on en est convaincu. Donc oui, oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est essentiel, cette première période, la première rencontre et le premier mois. C'est vrai que là, Mathieu d'Article 1 nous laisse un commentaire en disant le tout se joue au premier mois, ça se confirme ou c'est plutôt une intuition. Et c'est vrai que ça peut mettre beaucoup de pression sur ce moment-là pour les chargés de mentorat aussi. Comment est-ce que, et peut-être pour répondre à Mathieu, comment est-ce que aussi on dilue au fil de l'engagement cette responsabilité du premier mois et quelles sont peut-être les choses à faire, les bons réflexes à avoir tout au long de l'engagement pour arriver jusqu'au bout et pas que uniquement se dire OK, le premier mois est décisif, oui, mais qu'est-ce qu'il y a après? Ça met de la pression sur les équipes, Je me dis, si tout se joue au premier mois, il faut pas se rater. ouais, mais alors, en vrai, la beauté, je trouve, de notre job, c'est justement ce premier mois parce qu'en fait, on fait se rencontrer des personnes et il y a une telle excitation. Moi, je vois dans mes équipes, il y a des chargés de mentorat qui font ce job depuis 3, 4, 5 ans et qui, quand il y a cette première rencontre, c'est toujours ah ben moi, ce soir j'en ai une, ce soir j'en ai deux. Il y a cette excitation parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. Donc il y a vraiment pas de, enfin, on se dit pas on va se rater. Ça fait encore une fois, ça fait 20 ans qu'on fait ça. On sait ce qu'on fait. On a un matching, on a un process de matching, on a un algorithme qui nous aide. On sait mettre en relation des personnes qui sans nous ne dialogueraient pas. Là-dessus, pas de pression. Et après il y a les process. Nos process, en effet. On sait que si on se rate, ce qui n'arrive pas souvent, il y a des process qui sont là pour nous sécuriser. C'est-à-dire, bon, ben, au bout d'un mois, on va appeler le binôme, on se rend compte que il n'y a pas la première rencontre, enfin la première sortie sans télémac n'a pas été réalisée. Donc ben, là, on a tout un tas de questions à poser et de solutions à proposer pour que quelque chose se passe très rapidement. Et si c'est toujours pas le cas, bref, on a tout un arbre de décision qui nous permet de nous raccrocher et de ne pas stresser sur cette période qui est capitale, mais qui nous apporte pas non plus un stress énorme. On fait quand même ça pour beaucoup de fun. Je tiens à te rassurer, Fiona, ne t'inquiète pas, c'est capital, mais on sait gérer cette période-là. Oui, mais je voulais t'entendre le dire. Et je rajouterais que en réalité, nous, les chargés de mentorat, le principe même d'un chargé de mentorat, c'est d'accompagner le binôme qui réussisse ou qui ce soit un abandon ou un échec en début, peu importe les raisons. Donc en fait, le temps investi sur ce premier mois, il est gagné sur les mois suivants
parce qu'en fait, ça évite que derrière les chargés de mentorat et à courir derrière un jeune, ce qui est la partie moins fun du job, euh, d'aller courir à la pêche aux informations côté jeune, côté mentor, d'avoir des informations contradictoires, etc. Donc en fait, si on attend, si on dilue trop et qu'on attend trop longtemps avant de créer ce contact ou en tout cas de renforcer ce lien, ce sera plus compliqué derrière d'avoir des retours, des réponses. Et donc, ce sera tout aussi chronophage, effectivement, peut-être un petit peu plus dilué, voire plus chronophage parfois, mais aussi beaucoup plus frustrant pour les chargés de mentorat qui font quand même, pour beaucoup en tout cas, ce métier pour le côté social, le côté lien, le côté connaissance de ses binômes, de ses mentors. Enfin, en tout cas, nous, dans nos équipes, c'est des choses dont les chargés de mentorat se parlent entre eux, les réussites qu'il va y avoir entre les jeunes. Donc, il y a cette recherche, justement, de faire en sorte que ça fonctionne et donc d'être là au moment où ça fonctionne, en plus du fait de gagner du temps derrière. C'est- Euh, Je suis tout à fait d'accord. Nous, là-dessus, cette première rencontre, on a un compte rendu qui est fait et les chargés de mentorat, donc dans notre base de données, on suit tout ça et en fait, ça va être autant de sollicitations qu'on va pouvoir apporter au binôme 2 mois, 3 mois, un an après, en revenant sur des choses qui ont été dites lors de cette première rencontre, parce que et justement, le chargé de mentorat se projette vraiment sur ce que va être cette relation de mentorat en disant, ah ben oui, vous aviez parlé de votre passion pour les mangas ou votre passion pour le foot ou autre. Et du coup, on a toute cette trame-là. Je donne des exemples vraiment basiques, mais du coup, ça va permettre aux chargés de mentorat de se dire, OK, ben moi, je les vois bien aller à telle expo, je les vois bien aller à tel match, je les vois bien. Et petit à petit, le chargé de mentorat, en fait, il se projette sur ce que va être cette relation, comment il va l'animer, comment il va la faire se développer. Et on a pour ça un super outil qui nous permet de suivre la relation de mentorat. Et tout au long de la relation de mentorat, sur les 6 années, on va pouvoir s'assurer que toutes ces cases sont bien cochées. Donc c'est quand même assez enthousiasmant d'avoir cette projection qui se dessine pour un chargé de mentorat. Absolument, et surtout les process, voilà, je pense que c'est clé, surtout quand on est dans des structures à plusieurs salariés, voilà, qu'on soit tous sur la même page et qu'on puisse se suivre ces informations, c'est clé, en effet. Oui, Euh, c'est clé, Fiona. c'est clé. C'est clé. Non, mais vraiment, les Non, mais process, quand c'est... on accompagne 2500 jeunes, ça peut embêter les process, mais pour nous, enfin, c'est la raison de la qualité de notre accompagnement, c'est parce qu'on a des process qui sont solides et parce qu'on sait les suivre. Oui, surtout dans une logique aussi de déploiement territorial, c'est indispensable. Et Euh, peut-être, Fiona, excuse-moi, sur les process, je voulais juste en 10 secondes appuyer quelque chose. C'est l'importance des données aussi qu'on a de suivi sur le jeune et de lien avec les prescripteurs quand il y en a, et même des familles quand on accompagne des mineurs, pour justement aussi, quand il y a un abandon ou en tout cas une rupture dans la relation, qu'on puisse s'appuyer sur d'autres personnes qui vont être en lien avec le jeune pour proposer des solutions, pour comprendre aussi ce qui se passe. Et la donnée, le recueil des données, quand on a un CRM ou quand on n'en a pas, c'est souvent aussi quelque chose d'un peu laborieux pour les équipes, mais essentiel, pas que pour la mesure d'impact, aussi pour le suivi et justement pour la passation d'un chargé de mentorat à l'autre. Il y a parfois aussi, on voit dans les associations, des pertes de binômes parce qu'il y a un chargé de mentorat qui s'en va et il part finalement avec dans sa besace des binômes et des informations qu'on ne va pas retrouver ailleurs et qui ne vont pas permettre de reprendre un suivi sain et de réactiver la relation. Donc en effet, c'est super important d'avoir des process et c'est super important d'avoir des données sur le suivi du binôme pour permettre d'aller voilà, mettre en place des actions de remédiation s'il y a un, un abandon ou une rupture et de permettre des bonnes transitions d'une équipe à une autre parce qu'on sait qu'on est aussi dans des structures où il y a un turnover qui parfois peut être important et la perte de données parfois induit de la perte de binôme. Donc ça, c'est un peu dommage. Oui, merci Camille. Et c'est vrai qu'un abandon, au final, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de clôturer une relation de mentorat aussi, c'est-à-dire à moins que le jeune disparaisse dans la nature, c'est vrai qu'on peut aussi prendre le temps et clôturer la relation, même si elle n'est pas arrivée jusqu'au bout. Revenons justement à quand est-ce qu'on arrive jusqu'au bout? Qu'est-ce qui se passe, non? Allons un peu plus loin. On a vu que voilà, ce lien de confiance est clé, ce premier moment est clé pour développer le lien de confiance, mais qu'après c'est important d'entretenir cette relation, aussi de former, d'accompagner le mentoré
le mentor, pardon, pour qu'il soit conscient aussi des besoins du jeune et qu'il puisse accompagner le jeune au mieux pour justement arriver jusqu'au bout. Et arriver jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver aux objectifs qu'on s'était fixés, mais aussi arriver jusqu'à à la fin de ce que le programme peut nous offrir. Lucie, je me tourne vers toi virtuellement. Parce que justement, tu disais que vous n'offrez pas uniquement le programme de mentorat, vous avez d'autres actions. Je voulais te poser la question justement sur les bénéfices que tu pouvais remarquer quand il s'agit de proposer d'autres actions que le mentorat auprès des jeunes. C'est-à-dire comment est-ce que on crée ces passerelles et là aussi pour qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on va plus loin. Une fois que l'action de mentorat s'est terminée ou interrompue, qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes et qu'est-ce que tu remarques toi en faisant ça, Lucie? Je rajouterais juste très rapidement que je suis tout à fait d'accord sur le fait que tout se joue plus ou moins à la première rencontre, voire sur le premier mois, notamment parce que nous aussi, on a des critères aussi de sélection et de matching entre mentor et mentoré qui sont très particuliers. Enfin voilà, faut trouver un mentor qui globalement est dans la même sphère que un jeune qui souhaite par exemple s'engager dans la transition écologique. Je vais voilà, c'est trouver quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, souvent qui va être sur le même territoire pour faciliter les rencontres en présentiel, etc. Mais on a également pour nous une notion qui est hyper importante et qui aussi facilite enfin, voilà, l'engagement des jeunes dans le programme, c'est on appelle la logique par et pour les jeunes. En fait, on est déjà une équipe de globalement une équipe jeune. Voilà, je dirais qu'on a une moyenne d'âge de 28 ans. Et puis moi aujourd'hui, je suis jeune aussi. J'ai globalement le même âge que certaines personnes euh, qui souhaitent, qui souhaitent intégrer le programme. Et ça, c'est aussi facile parce que ça leur permet de enfin, je suis dans une dynamique où j'ai pu vivre certaines de leurs difficultés et je comprends aussi, eux, ça leur permet de s'identifier facilement et de pouvoir, voilà, pouvoir me parler aussi facilement et donc créer aussi une relation de confiance avec moi, chargée de mentorat. Et ce que je disais aussi également sur la logique pareil pour les jeunes, c'est que nous, dans notre critère, un des critères qu'on essaye d'imposer au maximum, c'est aussi de sélectionner des mentors ou d'en identifier qui sont plutôt jeunes, qui ont une expérience enfin, voilà, qui est globalement développée. Mais ça permet aussi pour les mentorés de s'identifier plus facilement, de s'imprégner aussi plus facilement du milieu de l'ESS. Il y a un dialogue qui est beaucoup plus facile et parfois il y a aussi une vision du milieu professionnel qui matche bien entre le mentor et le mentoré. Et je pense que ça, c'est aussi important. Enfin, nous, en tout cas, c'est un critère qui est assez essentiel et qui finalement va aussi, nous, dans notre logique assumée de part et pour les jeunes au sein nous-mêmes de, euh, de l'équipe. Et si je reviens sur ce que tu me disais un petit peu sur voilà, les bénéfices quand il s'agit d'accompagner au-delà du mentorat, ce qui est important à prendre en compte, et ça j'en ai parlé au tout début, c'est que voilà, Propulse, c'est vraiment un programme complet qui comprend du mentorat, mais également d'autres temps. Globalement, de base, c'est un programme qui est vraiment collectif avec, on propose des ateliers en visio sur plusieurs thématiques. Ça va être outils de recherche d'emploi, techniques de recherche d'emploi, développement personnel, découverte de l'ESS, parce qu'on a certains jeunes qui connaissent voilà, de surface et ont envie de développer voilà, leurs connaissances, et d'autres personnes qui sont directement issues de filières, voilà, master ESS, et mais qui souhaitent voilà, développer aussi leurs connaissances et parfois avoir un point de vue sur l'ESS ou un atelier qui est effectué par quelqu'un qui travaille dans une structure de l'ESS. C'est toujours intéressant. Et on organise aussi voilà, ce qu'on appelle des temps forts avec des visites de tiers-lieux, des rencontres inspirantes avec des professionnels de l'économie sociale et solidaire en visio. Voilà, et on essaie d'organiser de plus en plus des journées en présentiel dans lesquelles on va voilà, faire des ateliers, rencontres et visites de tiers-lieux. Et ça permet de travailler aussi sur
ce que Vivian et Baptiste ont pu évoquer, mais sur le sentiment d'appartenance et le sentiment voilà, d'appartenir à une communauté qui est aussi très très important. Et donc voilà, initialement, le programme Propulse, c'est vraiment ces temps collectifs. Puis c'est depuis 2021 qu'on a ajouté voilà, la partie mentorat avec un jeune, un mentor, et qui là vient ajouter une partie, une dimension vraiment individuelle au suivi. Et c'est une réalité aussi, on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le mentorat et qui viennent chercher ça principalement avec le programme Propulse. Est-ce que Lucie, tu dirais, pardon, je te coupe, est-ce que tu dirais que les jeunes qui ont suivi le programme de mentorat sont des jeunes qui après restent plus dans votre structure, qui sont plus, ouais, plus disponibles, qui s'engagent plus? Oui, mais ben, j'allais y venir aussi. Euh, on a des jeunes qui, après avoir bénéficié d'un accompagnement, qui reviennent chercher un nouvel accompagnement, ou parfois certains rentrent dans le programme et ont bénéficié d'un accompagnement et restent, mais uniquement pour profiter, par exemple, des autres axes du programme, donc les ateliers ou les temps de rencontre. Et ça, je pense que c'est important à prendre en compte et ça montre aussi qu'on a des jeunes qui ont développé une forme d'attache aussi au programme, mais aussi au-delà de ça, je pense à l'identité AnimaFac, puisque euh, on est amené aussi à leur proposer voilà, d'autres choses, ou pouvoir les accompagner au-delà de simplement le programme Propulse et donc leur insertion professionnelle dans le SS. Notamment je suis en train de travailler voilà, sur deux autres programmes qui s'appellent Parcours de Sens et 3E. Et Parcours de Sens, voilà, ça va être pouvoir les accompagner des jeunes en dehors du secteur professionnel, euh, simplement dans leur engagement. On a évoqué le fait tout à l'heure que ça pouvait être difficile parfois pour un jeune d'aller vers le mentor, qui reste quand même un inconnu, etc. Et c'est aussi difficile parfois simplement dans l'envie de certains jeunes de vouloir s'engager dans des associations, mais ils n'arrivent pas forcément à faire le pas. Nous, on est en train de développer, on va dire, ce programme pour pouvoir les accompagner. Et on a également 3E qui s'appelle Encourager l'engagement étudiant. Et donc, l'objectif, ça va être de sensibiliser des étudiants à l'engagement et de pouvoir aussi peut-être susciter en eux une envie de pouvoir s'engager. Voilà. Je ne vais pas forcément trop développer sur ces programmes puisqu'ils sont vraiment pour le moment en construction et justement, voilà, je suis sur Propulse, mais sur ces deux autres programmes. Mais ça, c'est des moyens qui nous permettent aussi de pouvoir engager des jeunes sur la durée. Parce que si on a aussi une relation de confiance avec un jeune qui, à l'issue d'un accompagnement dans le cadre du mentorat, voilà, trouve un stage, mais souhaite rester euh, proche d'AnimaFac, de pouvoir continuer à recevoir voilà, des informations, etc. Si nous, on a construit une relation avec eux, on a cette possibilité aussi de pouvoir leur proposer d'autres programmes, notamment voilà, Parcours de Sens ou 3E, parce qu'on estime que c'est des programmes qui peuvent euh, correspondre à leurs attentes, parce que c'est des jeunes qui ont envie de s'engager au-delà du professionnel. Et on a aussi des jeunes qui, au final, euh, quittent le milieu ESS, vont trouver un emploi ailleurs, mais vont vouloir toujours rester aussi dans le programme. Et je pense que véritablement, je pense que la logique voilà, de notre structure, pareil pour les jeunes, et le fait d'incarner voilà, une équipe jeune et de penser, on va dire, notre identité et les valeurs qu'on veut aussi porter dans le mentorat et dans les programmes au-delà du mentorat. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais globalement, je pense que c'est ça qui fait que des jeunes souhaitent aussi s'engager avec nous, restent. Et Oui, je donc, pense qu'on parle aussi au-delà de construire la relation de confiance mentor-mentoré, c'est construire la relation de confiance envers la structure et vouloir justement proposer différentes actions au-delà de celles de mentorat. Je vais vous demander, Baptiste, Vivian et Camille, une réponse bref pour cette dernière question et on ouvrira les questions-réponses avec la salle virtuelle. Tu disais, Lucie, justement, c'est au final la question un peu des alumni, non? Un peu cet après le jeune s'est engagé
s'engager jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à la fin, jusqu'à l'atteinte des objectifs. L'asso peut proposer des actions pour justement garder ce lien et faire cette relation un peu plus pérenne. Qu'est-ce que vous proposez, Vivian, Baptiste? Nous, on propose un programme alumni. Évidemment, les alumni, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Alors, petit conseil, c'est les meilleurs ambassadeurs pour vos financements. Mais aussi pour les relations de mentorat. C'est-à-dire que ça nous arrive de faire intervenir des alumni sur des situations complexes de mentorat. C'est des alumni qui ont vécu des choses avec leur mentor et ils peuvent donner plein de conseils, que ce soit sur l'orientation, que ce soit sur l'engagement avec le mentor, sur des problématiques rencontrées avec des mentors. En fait, ils sont vraiment nos porte-parole. Donc, c'est évident qu'il faut les accompagner. Par contre, ça demande une structuration. Nous, on a des financements spécifiques. On a un financeur spécifique avec des postes qui sont bien identifiés. On avait un poste, on va passer à deux postes. On a des mécénats de compétences en plus qui structurent tout le programme d'accompagnement des alumni. Je vous le disais, 900 alumni, mais on va monter très vite à 2000 alumni dans 3 4 ans. Et c'est important alors tous les connaître, oui, mais de savoir pour eux qu'on est toujours là. En fait, la relation, elle switch. Pendant la période d'accompagnement, c'est nous qui allons les solliciter. Après, une fois qu'ils arrivent dans les alumni, c'est eux qui nous sollicitent et on est toujours présent, que ce soit pour un accompagnement financier, une mise en réseau. Un soutien psy parfois ou autre, on est là pour eux et c'est assez essentiel, ouais, je dirais. Hmm. Baptiste? Oui, très rapidement, on a commencé en parlant de durée. Là, on parle vraiment de durée dans très long terme. Nous, on a aussi une communauté d'alumni qui est structurée dans le cadre, enfin, dont le pôle communauté à la charge. On a un pôle qui est dédié effectivement à la structuration de cette communauté. L'enjeu pour nous, il est double, c'est de continuer à les accompagner, pas forcément à travers le mentorat, mais à travers un certain nombre d'opportunités qu'on propose, des stages, des bourses, des événements, des rencontres, etc. Euh, de les former aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes porter des projets. Donc ça, c'est nous vers eux. Et on a une deuxième facette qui est la question de l'offre ambassadeur, effectivement, qu'on est en train de structurer là, on a commencé à structurer en fin d'année dernière et qu'on va déployer sur 2025. Donc on est encore en phase de structuration, mais ça sera mis en place pour 2025 pour que, comme nous, en fait, on porte une cause qui est celle de la jeunesse des territoires, que ces jeunes-là, en fait, deviennent à la fois porte-parole, mais s'engage aussi à nos côtés dans la cause pour démultiplier l'impact qu'on peut avoir, nous, en tant qu'association, à travers eux. Et donc ça, ils peuvent le faire et on va justement proposer des formations pour être toujours dans cette question de donnant-donnant, de média training, créer un événement, ce genre de choses pour en fait avoir des ambassadeurs plus qui deviennent autonomes et qui eux-mêmes, par leur action et notre outillage, peuvent déployer des actions dans leur territoire directement auprès des jeunes concernés qui connaissent par leur réseau, etc., pour en fait euh, avoir une forme de économie d'échelle dans notre impact pour vraiment compter sur eux et axer notre impact, en tout cas là sur l'année 2025, en tout cas un nouveau pan de notre impact par ces jeunes-là qui ont bénéficié et qui en fait pour beaucoup ont envie. C'est ça la réalité aussi, c'est pour ça qu'on a développé ce programme-là, ont envie soit de rendre, soit parce qu'en fait ils sont concernés par la cause directement, ont envie de s'engager plus fortement dedans, pour qui c'est parfois des premières étapes dans un parcours d'engagement qui va ensuite prendre différentes routes et différents chemins. Donc voilà, nous on a vraiment ce double objectif qui est de continuer à les accompagner et aussi de s'assurer pour celles et ceux qui le souhaitent de démultiplier l'impact de ce qu'on propose et de notre mandat qui est de réduire les fractures territoriales euh, pour la jeunesse rurale partout en France. Merci Baptiste. Et les sujets que tu évoquais justement sur cette envie de rendre de ces jeunes, un peu ce cercle vertueux où on continue à s'engager plus fortement et on souhaite peut-être avoir un parcours d'engagement, on en parlera lors du troisième atelier justement sur comment intégrer les jeunes dans la gouvernance des Hmm. associations. Donc tu ouvres, tu fais la transition parfaite. Et pardon, je dirais dans la gouvernance, mais aussi dans les programmes. En fait, nous, Oui. ce qu'on fait pas assez, ce qu'on a envie de faire plus aujourd'hui, c'est co-construire avec les jeunes déjà concernés et qui ont
bénéficier de cet accompagnement-là, il faut construire nos programmes, nos outils, ou en tout cas avoir des temps spécifiques durant l'année, ou même en présentiel, on pourrait organiser des rencontres pour travailler sur ce qu'on fait, parce que évidemment qu'ils ont une grille de lecture qui est un peu différente de la nôtre, mais qui est très liée à ce qu'on cherche à atteindre comme objectif. C'est exactement ce que tu disais, Lucie, ce par et pour les jeunes. C'est-à-dire, si on Mm. veut designer des programmes qui parlent aux jeunes et dont les jeunes ont besoin, bah, il faut se connecter et il faut que ça aille dans les deux sens, quoi. C'est évident. J'ouvre le tour de questions avec la salle. Je ne sais pas si Camille, tu vas vouloir réagir à tout ce qui a été dit. Je te laisse réagir rapidement, comme ça les participants peuvent écrire leurs questions et on va en prendre deux ou trois avant la fin de ce workshop. Ouais, non, rapidement, notamment sur ce que tu disais, Vivian, et la communauté d'alumni, pour avoir connu une tentative de création de communauté d'alumni, une tentative un peu ratée, parce que justement, par définition, le mentorat, c'est un engagement très individuel au départ. Si on n'a pas, dès le début, finalement, de l'engagement du jeune, introduit cette notion de communauté, c'est compliqué parfois derrière de créer cette communauté d'alumni. Et il y a en effet, qu'est-ce que finalement cette communauté va apporter aussi aux jeunes. Donc en effet, c'est essentiel, mais oui, ça demande du temps, ça demande de l'animation, ça demande aussi d'être réfléchi là aussi et structuré dès le départ. Et peut-être ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, derrière cette question d'alumni, il y a comment les mentorés d'aujourd'hui sont les mentors, enfin plus généralement de demain. Euh, et c'est sans doute un des impacts aussi forts du mentorat, c'est comment on arrive à faire en sorte qu'un jeune ensuite va comprendre qu'il peut être ressource pour quelqu'un et que lui aussi, s'il a besoin, il va pouvoir se tourner vers d'autres mentors naturels, d'autres personnes. Et donc, on démultiplie en effet sans doute l'impact quand on arrive derrière à faire en sorte que ces jeunes voilà, restent dans cette notion de finalement solidarité. On m'a aidé, moi j'ai envie d'aider en retour. Et donc ça, c'est intéressant de se dire que bah, finalement, c'est sans doute un indicateur intéressant à aller regarder pour là aussi mesurer l'impact du mentorat. Voilà peut-être que les réactions que je pouvais avoir sur ce qui a été dit. Camille, Fania, je crois qu'on a des questions. Oui, alors il y avait une première question de Florian de Codico qui demandait quelles sont finalement vos solutions de formation à la posture aussi bien des mentors que des mentorés, j'imagine pour faciliter aussi le début de la relation et créer cette relation de confiance. Donc voilà pour cette première question qui a été posée sur le chat. Nous, on a deux formations obligatoires pour les mentors. Une formation sur les débuts du mentorat, en gros, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer avec le mentorat Télémac. Et une deuxième formation obligatoire qu'on a mis en place assez récemment sur la posture de mentor. On s'est fait aider par un cabinet qui est Me and You Too, et sur toutes les Tu me problématiques qu'on vois? peut avoir sur l'inclusivité. En fait, notre objectif, c'est de ne véhiculer aucune violence. Et parfois, J'ai pris la plusieurs. relation de mentorat, il peut y avoir de la violence, même si le mentor ne veut pas en apporter. Et donc, on essaie de gommer toutes ces violences-là qui pourraient se présenter. Ça, c'était pour les mentors. Sur la partie mentorée, on a identifié beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, on n'a pas de programme à proprement parler. Mais évidemment, un des trucs qui nous semble essentiel, c'est de faire en sorte que les jeunes aient conscience des discriminations qu'ils subissent, mais aussi qu'ils peuvent faire subir. Et ça, c'est capital. On a des situations de certains jeunes qui se rendent pas compte que ils ont des comportements non inclusifs et pourtant ils sont très au courant et parfois ils ne sont pas du tout au courant qu'ils ils sont eux victimes de discrimination. Donc c'est important pour nous de travailler sur ça et ça va être notre objectif sur 2025 de vraiment renforcer ce volet-là. Super important et c'est un des, je crois que des critères dans le label aussi qualité mentorat. On retrouve cette sensibilisation sensibiliser le jeune aussi à ce qu'il peut faire dans son programme de mentorat et c'est très important. Baptiste, tu en as Vivian, un peu parlé. Vivian, si tu peux écrire le nom du cabinet, on demande sur le chat, ou redonner le nom du cabinet dont tu faisais mention. Merci. Merci, Tania. Et justement, tu parlais, Baptiste, à un moment, tu as évoqué certains éléments que vous partagez dans vos formations, si tu veux être un peu plus précis pour répondre à Florian. Oui. Alors nous, on a
un temps obligatoire et ensuite une formation non obligatoire sur les 3 premiers mois du mentorat, mais quand le mentorat donc on a une formation obligatoire avant le début du mentorat et ensuite euh, on se saisisse ou non les mentors dans les 3 premiers mois. Euh, sur la première session de formation, on va revenir beaucoup sur la question de la posture, sur la question de ne pas projeter son propre parcours sur un jeune, sur en fait comment être un bon mentor selon nous, mais selon ce qu'on imagine être les bonnes pratiques qu'on partage aussi dans le collectif mentorat. Donc en fait, on insiste énormément sur la posture qu'on doit avoir en tant qu'adulte vers un jeune. Et donc il y a un certain nombre d'éléments clés sur ne pas se projeter, l'écoute active, la bienveillance. L'écoute active, c'est vraiment s'engager dans la discussion et entendre ce que le jeune a à dire. Le fait de pas juger les choix et les parcours des jeunes et les situations particulières, etc. Donc il y a un certain nombre de choses liées à la formation. Ensuite, on a une charte d'engagement qui vient consolider à l'écrit et par une signature l'engagement que prend le mentor en s'engageant dans le programme. Et donc ça, c'est un outil qui est ultra précieux d'avoir une charte d'engagement. Je pense que c'est assez largement partagé dans les associations, mais pourquoi est-ce que c'est précieux? C'est parce que ça permet derrière de sanctionner plus facilement si jamais il y a un écart d'un mentor, parce que ça arrive. Euh, et donc de se référer en fait à cette base commune sur laquelle on s'est accordé, qui a été transgressée et qui peut devenir du coup un référentiel qui permet d'écarter des mentors qui ne seraient pas dans la bonne posture, etc. Parce que malheureusement, ça arrive malgré les efforts de formation. Donc ça, c'est côté mentor. Et côté jeune, en fait, eux vont participer à un événement de lancement. On a un événement de lancement qui lance toutes nos cohortes. Alors, c'est pas un événement obligatoire parce que c'est compliqué pour les jeunes de se connecter, a fortiori dans les zones rurales, parce que parfois il peut y avoir des difficultés de connexion, etc., etc. Quand on est à un Zoom avec 100 personnes, en fait, bah, quand on a une connexion pas très stable, ça fait bugger forcément certaines personnes. Donc, c'est pas obligatoire, mais on le rend très fortement encouragé. Et là, on va avoir des ateliers spécifiquement à destination des jeunes mentorés, dans lesquels on va justement rappeler un certain nombre de choses sur à la fois ce qu'on attend de eux, mais ce que eux doivent attendre aussi du mentor, de l'association. Essayer justement de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils puissent nous alerter s'il y a des éléments particuliers. Donc ça, c'est sur l'événement de lancement et on pourrait partager des trames si nécessaire aussi, ça peut être utile. Et ensuite, à l'importance du premier mois, ce qu'on fait aussi, c'est que au bout de 3 semaines après la création du binôme, on envoie un formulaire à l'ensemble des jeunes pour leur demander comment ils se sentent dans la relation vraiment entre le jeune et le mentoré. Et de nous dire vraiment en toute transparence, on n'est pas du tout discriminatoire, on demande juste comment est-ce que la personne se sent, on ne demande pas si il y a eu telle ou telle chose ou quoi, mais vraiment comment est-ce que si le jeune est à l'aise ou pas, parce que parfois un jeune peut ne pas être à l'aise avec un mentor juste parce que ça clique pas. Et c'est important de le prendre en compte parce que Mm. potentiellement ça peut donner lieu à un rematch. Donc euh, c'est une troisième étape en fait dans le parcours des jeunes où on va aller demander, s'assurer que le jeune est à l'aise. Et pour nous, si le jeune n'est pas à l'aise, on rematch systématiquement. C'est au jeune de déterminer s'il se sent bien ou pas, indépendamment des critères, s'ils sont très subjectifs ou pas. Évidemment, on va travailler avec lui le raisonnement et les logiques, mais si le jeune ne veut pas continuer avec ce mentor-là, mais continue dans le programme, on va faire un match systématiquement parce que c'est ce qui va déterminer son aisance, la réussite du mentorat ou non. Hmm. Et c'est aussi ce que disait Lucie sur être proche des jeunes, hein. Comment est-ce qu'on recrute aussi des mentors? Après, ça dépend des objectifs du programme, mais voilà, être proche, recruter des mentors qui sont proches des jeunes, qui comprennent, des rôles modèles positifs, c'est aussi un élément clé. Euh, je permets de prendre une dernière question posée par Mathieu, que je trouve est importante parce que ça parle des moyens qu'on se donne aussi pour faire ce qu'on fait. Le taux d'encadrement, en fait, combien de jeunes par binôme, pardon, combien de jeunes binômes par personne vous gérez dans vos équipes? Chez Télémac, on a un objectif de 70 70 par chargé de mentorat. par chargé de mentorat. Et ça va dans les faits de 55 à 95. 95, c'est vraiment qu'il y a une situation particulière. Euh, Des mais partenaires voilà. sympas. Comment? Non, Partenaires situation sympas. partenaire, situation particulière avec un ou une chargée de mentorat qui est peut-être déjà plus senior et qui a moins de cas compliqués. Voilà. Mais on D'accord. part sur 70 et c'est quelque chose sur lequel et en fait, dès qu'on voit qu'on dépasse ce truc-là, on ouvre un nouveau poste, donc il faut qu'on aille chercher de nouveaux financements. Hmm.
pour vous, Baptiste, et après Lucie? Ouais, nous, ça fluctue entre 200 et 250 de suivi. Je pense que ça a fait écho à ce qu'on se disait en début. C'est la question aussi, c'est quelle place va avoir le chargé de suivi dans le binôme. On a une forme d'autonomie, donc on autonomise beaucoup le mentor dans le cadre de la relation et le chargé de suivi va être en support. C'est pour ça qu'on est sur des chiffres différents. Nous, notre objectif, et on le dépasse pas, en tout cas c'est l'objectif 2025 également, c'est 2900 jeunes accompagnés. Donc en fait, on a une équipe de chargés de mentorat de 12-13 personnes qui sont là à temps plein pour justement accompagner ces jeunes. Et peut-être juste pour, parce que ça peut être utile de le prendre en compte, nous on a beaucoup travaillé sur la temporalité. On a des promotions mensuelles, on lance des jeunes tous les mois. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur la charge de travail que représente une promotion dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de travail au moment du lancement, on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de travail au moment de la clôture, et ensuite, il y a 6 à 8 mois au milieu où c'est moins intensif en termes de charge de travail pour les chargés de mentorat. Et donc, ce qu'on fait en fait pour arriver à avoir un vrai suivi qualitatif sur des masses assez importantes, c'est de répartir la charge. Personne ne prend 250 binômes d'un coup. On a un seuil maximum de 100 binômes par tranche, 80 à 100 en fonction. Et donc, c'est des choses qu'on va paramétrer. Et le deuxième élément qui permet aussi Très d'absorber rapide, les Baptiste. quantités, c'est J'avais dit ça. l'automatisation. Oui, pardon, c'est l'automatisation. Et ça, il y a un équilibre à trouver entre l'automatisation et le relationnel direct et adapté. Et je pense que c'est vraiment une clé aussi à explorer, la question de l'automatisation, parce que ça permet d'aller accompagner un peu plus de jeunes. Euh, Sans sacrifier la qualité parce qu'il y a des temps spécifiques liés entre le charrette de suivi. Donc il y a un équilibre à trouver, c'est pas toujours évident. Il faut pas faire que de l'automatisation, mais ça Bien permet sûr. aussi de faire de l'échelle. Merci. Et pour vous, Lucie, vous êtes à quel chiffre d'encadrement? Nous, actuellement, on est sur une cinquantaine de binômes, avec quand même des binômes qui sont aussi, quand même pour la plupart, très autonomes, voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et on aimerait bien tendre sur au moins 80-90. Mais bon, les ressources RH, on va dire, sont vraiment nécessaires parce que Oui. seul à pouvoir à gérer voilà, 90 binômes, ça va être compliqué. Mais voilà, on Très essaie bien. de faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kat. J'ajoute peut-être juste que tous les éléments, notamment que Baptiste a mentionné sur la qualité, vous pouvez vraiment aussi les retrouver dans le label. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un peu la grille des standards sans forcément vous engager dans la démarche, mais ça permet de se dire est-ce que finalement mon programme il met en place les éléments essentiels. Chemin d'avenir, Télémac sont des associations qui ont fait partie justement du travail de groupe qui a créé ce label mentorat parce qu'on est parti des réalités du terrain. Et dernière petite chose, il y a aussi le kit formation des bénévoles ou justement, enfin des mentors, où on revient sur sur ces éléments de posture, sur cette importance du début de la relation, comment le mentor va aider le jeune aussi à exprimer ses objectifs. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder vraiment ces ressources-là pour vous inspirer, vous challenger, voilà, pour vos programmes. Merci beaucoup à tous les quatre. On l'a vu, donc c'est en fonction aussi du profil, des objectifs du jeune, du niveau de difficulté de ces jeunes-là que la durée aussi s'adapte. Mais au final, il faut suivre les process, il faut designer un programme de mentorat qui suit la route avec des process qui sont clés, des chargés de mission mentorat qui sont au taquet pour justement accompagner ces jeunes, les motiver et maintenir en fait la motivation jusqu'au bout avec des mentors qui sont formés, engagés et qui comprennent aussi leur rôle. Merci à vous quatre. Merci Fania pour le chat et l'orga. On vous donne rendez-vous tous les mardis de ce mois de janvier. Mardi prochain, on a un atelier tout aussi intéressant sur les alliances éducatives en faveur du mentorat avec le rôle clé des prescripteurs. On évoquera aussi des sujets basiques, super intéressants pour comment on fait en sorte que justement les stratégies collaboratives qu'on met en place pour justement repérer ces jeunes et accompagner ces jeunes jusqu'au bout aussi. Merci à tous et bon mardi.